Bonjour à tous, bonjour Jacques Attali. Bonjour. On va parler d'avenir ce matin avec ce livre que vous publiez, Peut-on prévoir l'avenir? Mais d'abord, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur le passé avec ces confidences de François Hollande à une journaliste du Monde, Françoise Fressoz. François Hollande admet qu'il a commis une erreur en supprimant la hausse de la TVA que Nicolas Sarkozy avait prévue. Il regrette aussi les hausses d'impôts. Est-ce que ça a plombé le début de son quinquennat et la suite? Sans aucun doute. Moi-même, j'étais pour cette augmentation. C'était d'ailleurs une des conclusions du rapport que j'avais, de la commission que j'avais présidée. Il ne faut pas appeler ça TVA sociale. En allemand, ça s'appelle dévaluation fiscale. C'est un impôt idéal puisque ça conduit à une dévaluation à l'intérieur de la zone euro. Et en période de très faible inflation, ça n'a aucun effet négatif sur la justice sociale. Est-ce que vous aviez dit à François Hollande que vous connaissez bien qu'il ne fallait pas le faire? Bien sûr, je l'ai dit, je l'avais dit publiquement et je l'avais dit en privé, il ne fallait pas le faire. L'erreur de Nicolas Sarkozy, c'est de ne pas l'avoir appliqué dès le début de son mandat. Sa deuxième erreur, ça a été, lorsqu'il l'a appliqué, de ne la faire entrer en vigueur qu'en octobre, après son éventuelle réélection. Évidemment, c'était une sorte de tour de passe-passe électoral. Et l'erreur de François Hollande, ça a été de l'annuler, alors qu'il aurait suffi de le laisser faire pour que ça permette d'éviter beaucoup de hausses d'impôts successives. C'est purement idéologique. Ce qui prouve d'ailleurs qu'il y a des réformes majeures qui auraient pu être faites par la droite, qui auraient pu être faites par la gauche et qui n'ont pas été faites. Quand on parle d'État UMPS, l'État UMPS, c'est l'inaction de l'un et de l'autre, alors qu'il y a des réformes de consensus évident comme celle-là en est une, qui aurait pu être faite avec un peu de courage, tant par la droite que par la gauche. Est-ce que ça traduit une forme d'amateurisme au début du quinquennat? Non. Ça traduit la volonté d'appliquer un programme sans tenir compte assez de la réalité. Ça indique aussi d'ailleurs que cette TVA va sans doute augmenter, comme je l'ai toujours prévu, parce que c'est évidemment le meilleur impôt possible aujourd'hui, parce que l'impôt juste et efficace est extrêmement utile à l'intérieur de la zone euro, et que si on veut tenir la promesse de réduire les impôts sur le revenu, il n'y a pas d'autre solution que de faire ça. Est-ce que ça traduit aussi la volonté de François Hollande de déblayer le terrain pour préparer une éventuelle candidature à l'Élysée? En tout cas, s'il avait la vocation de le faire, c'était ça qu'il faudrait faire, oui. Alors on va passer à l'avenir avec ce livre, Peut-on prévoir l'avenir? Vous donnez votre méthode, vous répondez oui, vous donnez votre méthode. Disons-le tout de suite, c'est ni avec des cartes, ni avec du marc de café. Oui, mais en même temps, je raconte l'histoire de la prévision de l'avenir depuis l'Antiquité la plus ancienne, avec les cartes, avec les astres, avec les lignes de la main, et toutes ces prévisions, avec d'autres aussi prévisions qui sont des techniques qui sont venues avec le temps en Afrique, au Tibet, au Népal, au Bhoutan, etc., qui sont absolument fascinantes et qui ne sont pas du tout inintéressantes. Si on les a utilisées pendant des millénaires, c'est qu'elles disent quelque chose. Les astres disent quelque chose, les techniques de hasard qu'on trouve beaucoup en Asie disent quelque chose. Ça ne suffit pas, mais il ne faut pas les traiter avec mépris. Et puis ensuite, je montre qu'il y a d'autres méthodes qui sont apparues, qui sont liées à la prévision rationnelle, puis à la prévision par les machines, qui aujourd'hui devient de plus en plus prégnante, la prévision génétique, la prévision par les bases de données, qui sont aujourd'hui de plus en plus nombreuses, mais aussi je montre comment moi je fais depuis un certain nombre de décennies, de livre en livre, pour prédire l'avenir, ou prévoir l'avenir de telle ou telle dimension de l'humanité, pas toujours en me trompant. Justement, alors cette méthode, c'est une méthode qui est par étapes, plusieurs étapes, et d'abord ce que vous appelez la prévision rétrospective. Ma méthode est applicable par n'importe qui, et avec un peu d'exercice, on peut le faire très vite. Je peux prévoir votre propre avenir en quelques minutes, en y réfléchissant et en appliquant cette méthode, comme je peux prévoir le mien naturellement, ou l'avenir de ceux qui me sont chers, ou l'avenir de France 2, ou l'avenir de la France. C'est pas très difficile, mais il faut appliquer cette méthode qui prend un peu de temps à comprendre, quelques minutes, le temps de lire ce livre peut-être, mais qui, une fois qu'on l'a bien intériorisé, s'applique très vite. La première prévision, c'est en effet la prévision rétrospective, c'est-à-dire essayer de comprendre quels sont les grands invariants de vous, de moi, d'une entreprise, d'un pays, quelles sont les choses stables qui ne bougent pas parce qu'on y tient ou parce que c'est fondamental. Il y a aussi la prévision vitale. La prévision vitale, ça consiste par exemple pour moi ou pour vous, à savoir quel est mon état de santé, quel est mon âge, est-ce que je m'occupe de moi-même et est-ce que j'ai quelques chances de dépasser la minute qui vient. Prévision environnementale ensuite. Ça consiste à essayer de voir qui autour de moi peut avoir de l'influence sur moi et quelle va être l'évolution de ceux qui sont autour de moi, ceux qui comptent pour moi positivement ou ceux qui comptent pour moi négativement. Prévision aussi
affective. Alors, de Bien, quoi il s'agit? c'est la prévision du comportement des autres à mon égard. Non pas leur prévision de ce qu'ils vont devenir eux, mais comment ils vont agir sur moi. Est-ce qu'ils vont être utiles? Est-ce qu'ils vont m'aimer? Est-ce qu'ils vont être hostiles? Qu'est-ce qu'ils vont faire me concernant? Lorsqu'on a ces 4 prévisions, il en reste une 5e. Alors, c'est la prévision projective. Oui, c'est celle qui consiste. C'est ça l'avenir. C'est celle qui consiste à faire la liste de tout ce qu'on sait de l'avenir, des événements qui sont presque évidents, mon anniversaire, mais des événements que je peux déjà nommer, soit dans un horizon d'une semaine ou de 5 ans de ce qui peut m'arriver. Et lorsqu'on fait la synthèse de ces prévisions, par une technique que j'explique dans le livre, qui consiste à prendre une feuille de papier et à écrire en 4 pages l'histoire comme un roman, l'histoire de ces prochains mois ou ces prochaines années, en tenant compte des réponses aux questions sur les prévisions dont on vient de parler, alors on a un récit très lumineux et très clair de l'avenir de la personne dont on parle, ou de l'entité dont on parle. Je crois que c'est Pierre Dac qui disait la prévision est un art difficile, surtout en ce qui concerne l'avenir. Oui, Est-ce que vous ne craignez pas qu'on dise ça y est, Jacques Attali se prend pour un médium? Je ne le crains pas parce que c'est vrai, parce que je le fais depuis toujours. J'ai écrit depuis très longtemps des livres où j'ai essayé de prévoir l'avenir de la médecine, l'avenir de la musique, l'avenir de nos sociétés, pas toujours en me trompant, donc je peux continuer à le faire et je pense que c'est un exercice nécessaire. Si on ne prévoit pas l'avenir pour le changer, il faut distinguer prédire, qui dit j'essaie de comprendre l'avenir mais j'y peux rien, ou prévoir, qui est j'essaie de prévoir pour pouvoir le changer et le modifier. Si on ne le fait pas, on est mort d'avance. Ne pas prévoir l'avenir, c'est se condamner à être ballotté par les événements. Alors que j'avais écrit un livre qui s'appelle Devenir soi. On ne peut pas devenir soi si on ne prévoit pas. Prévoir, c'est la condition de savoir ce qui va nous arriver pour essayer de faire en sorte que ce qui nous arrive soit ce qu'on souhaite. On parlait de François Hollande. Est-ce que vous lui avez parlé de cette méthode? Non, pas spécialement. J'aurai l'occasion bientôt peut-être de le faire, mais je suppose que comme tout homme de pouvoir, il s'intéresse à la prévision de l'avenir, parce que la prévision de l'avenir, c'est la condition même de l'exercice du pouvoir. La légitimité du pouvoir appartient à celui qui sait prévoir l'avenir. Vous n'accordez pas votre confiance à quelqu'un dont vous n'avez pas le sentiment qu'il sait prévoir l'avenir. Alors évidemment, une élection présidentielle, la dernière a été une élection presque de hasard. Qui aurait pu prévoir ce qui est arrivé dans une chambre du Sofitel, qui a un peu modifié l'avenir, même si peut-être pas autant qu'on l'a dit. Et donc la prévision de l'avenir n'est pas toujours aussi logique qu'on peut le penser. D'ailleurs, j'explique dans le livre qu'il y a beaucoup de romanesque, de poésie à introduire dans la façon de concevoir la prévision de l'avenir. L'avenir de la France, est-ce que le chômage va baisser? Est-ce que la France va se redresser? Là encore, c'est la distinction entre prévoir et agir. Si on ne fait que prévoir sans agir, le pire n'est pas impossible, loin de là. Mais si on agit, la France a un avenir absolument magnifique devant elle. Merci Jacques Attali.